Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 109. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice assez léger. On va pouvoir respirer un petit peu après plusieurs exercices assez compliqués qui sont sortis sur la chaîne. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas proposé d'exercice léger comme celui-là. Et donc voilà, ça va être le moment. Mais bon, on a quand même un peu de technicité qui va se cacher derrière cet exercice et qui va faire interagir de la combinatoire et de l'arithmétique. L'énoncé précis de l'exercice est le suivant, sous la forme d'une question. Est-il possible de choisir 5 entiers naturels distincts, tels que toute somme de 3 d'entre eux soit un nombre premier? Cet exercice peut très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire, pour peu qu'on ait donc le bagage suffisant en arithmétique. Bien sûr, cet exercice pourrait aussi s'attaquer à des niveaux inférieurs, type terminale, voire même première, voire même moins que ça, tant qu'on a donc le bagage de divisibilité, division euclidienne, qu'on a éventuellement le bagage de congruence, ça peut être utile. Et puis, bien sûr, qu'on comprenne bien l'énoncé, notamment la question de nombre premier. Permettez-moi de rappeler qu'un nombre premier est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même, ce qui signifie qu'il y a donc 2 diviseurs, et donc 1 n'est pas un nombre premier. Voilà, c'est la convention, c'est comme ça. Donc 1 n'est pas un nombre premier, que vous le vouliez ou non. Je vais vous donner maintenant un exemple, juste histoire de bien comprendre l'énoncé de fond en comble. Donc on vous demande de trouver 5 entiers naturels distincts. Je vous donne un exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Ok ? Et puis, on veut que n'importe quelle somme de 3 d'entre eux donne un nombre premier. Donc par exemple, si je prends 2, 4 et 5 et que je les additionne, je trouve 15. Et ça donne un nombre premier. Bon, ça, on est content. Mais si vous prenez 1, 2 et 3, ça donne 6 et c'est donc pas un nombre premier. Ce qui signifie que les 5 entiers naturels que j'ai choisis ne conviennent pas. J'ai souligné le mot distinct. Parce que peut-être qu'il y a des petits malins d'entre vous qui se seraient dit « Ah, mais si on prenait un syncuplet simple, du type, vas-y, 1, 1, 1, 1, 1. » Alors, oui, il vérifie les propriétés demandées. C'est-à-dire que toute somme de 3 d'entre eux est un nombre premier, étant donné que 1 plus 1 plus 1, c'est égal à 3, ça c'est un nombre premier. Et peu importe les 3, le triplet que vous allez choisir là-dedans, vous allez toujours vous retrouver avec 3. Mais le problème, c'est que bien sûr, les nombres là ne sont pas distincts. Donc, problème. Okay, donc ça ne répond pas malheureusement à notre question. S'il n'y avait pas le mot distinct, la réponse que vous pourriez apporter, c'est un oui. Mais là, on ne peut toujours pas répondre. D'ailleurs, cet exemple-là, le fait de savoir que ça ne marche pas, ne permet pas de dire non. Il se peut qu'un autre syncuplet convienne. Donc pour l'instant, on n'a pas de réponse vraiment à cette question. Bien sûr, on pourrait jouer aussi avec d'autres paramètres, comme par exemple changer le 5 entier là. Le fait de choisir 5 entiers, on pourrait jouer avec 4 entiers par exemple. Ou alors, on pourrait aussi changer l'énoncé ici, alors pas distinct mais naturel. On pourrait se demander, si je joue avec des nombres négatifs, est-ce que ça change beaucoup la donne ou pas? Et puis bien sûr, on pourrait aussi s'amuser à changer la question de faire une somme de 3 d'entre eux et peut-être faire une somme de plus d'entre eux, ou de moins d'entre eux. Ça peut être une question aussi sympa à se poser. Bref, nous, on va répondre précisément à cette question, jouer quand même avec quelques paramètres, peut-être pas tous, mais jouer avec quelques-uns de ces paramètres après avoir donné la résolution, parce que ça sera plus simple de voir comment on peut construire des exemples à partir du moment où on a une idée de la résolution, ou en tout cas déjà une idée de la réponse qu'il faudra apporter à cette question, et puis ensuite de la résolution qu'on pourra apporter à cette chose, en tout cas à ce qu'on pense affirmer. Bref, je ne vais pas en dire davantage, je pense que c'est bon, c'est suffisant pour maintenant. Je vous invite donc à faire une pause sur la vidéo, comme d'habitude, pour essayer de résoudre cet exercice et donner une réponse positive ou négative à cette question par vous-même, avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé, je pense que c'est un exercice assez chouette à faire, et sur lequel on peut réfléchir un bon moment. D'ailleurs, je pense que c'est pas un exercice, en tout cas l'exercice en lui-même énoncé comme tel, c'est un peu traître, parce que c'est un exercice qui est assez simple à comprendre, mais en soi qui n'est pas si évident à résoudre. Alors, pour la résolution, on va utiliser un outil assez sympathique qui s'appelle le principe des tiroirs et des chaussettes. C'est un outil combinatoire qui peut s'énoncer de la manière suivante. D'ailleurs, j'aime bien le dire à chaque fois, ce principe se nomme principe des pigeons et des maisons pour les Anglais. Peut-être qu'il y a d'autres noms, mais voilà, de toute façon, à la fin, c'est toujours la même histoire. Donc, vous avez votre ensemble 1n, ok,
ok, hein, avec n entier naturel non nul. Et on va considérer T1 jusqu'à Tm une partition de 1n, ok, en m parts distinctes, donc m est un entier également naturel non nul. Donc les TI forment les tiroirs et les 1 jusqu'à n forment les chaussettes. Alors, sous ces conditions, il existe un tiroir dans lequel, eh bien, le nombre de chaussettes qu'il va y avoir va être plus grand ou égal à la partie entière supérieure de n sur m. Donc ça, c'est la notation pour partie entière supérieure. Et donc c'est le seul entier tel que, hein, juste pour qu'on soit ok, c'est le seul entier tel que pour n'importe quel réel x, enfin, la partie entière supérieure de x, c'est le seul entier tel que pour le réel x, on va avoir les inégalités suivantes. Donc ça, et ici, moins 1. Donc les inégalités, en fait, le côté strict et le côté large sont échangés par rapport à la partie entière classique. C'est ça qui change. Donc la partie entière supérieure, c'est juste l'entier qui se trouve tout de suite après le nombre. Donc, par exemple, 2,5, bah, la partie entière supérieure, ce sera 3. Ok? Donc, ça, voilà, c'est dit. Donc, vous avez cette partie entière qui apparaît. Alors, pour démontrer ce résultat, juste pour en parler un petit peu, eh bien, vous pouvez supposer ce truc-là faux et voir que vous avez une contradiction. En effet, si pour n'importe quel i dans cet ensemble, vous avez le cardinal de TI qui est inférieur strict à la partie entière supérieure de n sur m, bon, bah, ça veut dire que ça va être inférieur ou égal à la partie entière de n sur m moins 1. Et donc, bah, si je m'amuse à sommer, alors si j'ai ça, bah, je peux utiliser les inégalités que vous voyez là-bas et dire du coup que c'est inférieur strict à n sur m. Et par conséquent, si je fais la somme des chaussettes qui se trouvent dans chacun des tiroirs, eh bien je vais me retrouver à pouvoir majorer strictement par n sur m fois m, ce qui va donner n. Mais d'un autre côté, ça doit être une partition de 1n, donc ça veut dire que le cardinal, c'est exactement le cardinal de l'ensemble 1n, ce qui est donc égal à n. Et vous avez alors votre contradiction. Et donc c'est terminé. Okay, donc voilà comment on peut démontrer le principe des tiroirs et des chaussettes. Ça se fait assez simplement. Et donc on va en avoir besoin ici dans cet exercice. Alors peut-être pas directement, mais on va en avoir besoin. Hop. Et en fait on va l'utiliser à travers des questions de congruence. Alors il faut avoir fait quelques exemples pour pressentir un petit peu cette idée d'utiliser des congruences. Donc, hop. Ok. Alors, prenons x1, x5, un triplé, donc tel que, enfin un cinquuplé, pardon, tel que, bon, on veut que les xi soient différents de xj, hein, pour tout i différent de j, bien sûr. Et on veut également que pour n'importe quel ensemble, donc là je l'écris de manière mathématique, notre question, n'importe quel ensemble, sous-ensemble compris entre 1 et 5, donc je prends un sous-ensemble de l'ensemble 1, 5, des entiers 1, 5, tel que le cardinal de i est égal à 3, je veux que la somme des xi, pour i dans grand I, soit un nombre premier. Voilà les deux conditions qu'on demande. Bon. Et étudions un petit peu ce qui peut se produire. Ok. Alors, si je suppose que l'un des xi vaut 0, on va simplifier les choses et dire que x1 vaut 0. Si x1 vaut 0, vous allez voir qu'il y a un petit problème. Un petit problème de taille. En effet, vous pourrez constater que, par conséquent, en particulier, à cause de cette condition-là, ça veut dire que si je fais x2 plus x3, ça doit être un nombre premier. Et ça va être la même chose pour les autres nombres. Ok, donc je vais l'écrire, je pense que ça peut être intéressant de le voir. Donc, si x1 égale 0, alors, on doit avoir que x2 plus x3, x2 plus x3, x2 plus x4, x2 plus x5, ensuite x3
je vais y arriver, x3 plus x4, x3 plus x5, et enfin x4 plus x5, soient tous des nombres premiers. Donc, en particulier, on a ça. Bon. Et maintenant, si on utilise une petite propriété entre les nombres pairs et les nombres impairs, parce que là, on devrait le sentir venir, vous avez 4 nombres que vous voulez ranger dans pair ou impair. Donc vous êtes sûr qu'il va y avoir au moins 2 d'entre eux qui vont être de même parité. Donc, on peut affirmer, par le principe des tiroirs et des chaussettes, je vais juste dire par le principe des tiroirs et des chaussettes est rappelé là-haut. Donc par le principe, il existe, on va dire, il existe 2 indices, donc I1 et I2, 2 indices, tels que, alors on va juste réfléchir un petit peu, tels que x, donc xi, donc dans 2, 5, tels que xi1 et xi2 sont de même parité, donc soit sont tous deux pairs, ou tous deux impairs. Bien. Alors s'ils sont tous deux impairs, comme ils sont distincts, alors même j'ai envie de dire dans les deux cas, ça va marcher. Ouais, dans les deux cas ça doit marcher. Donc si, oui, je n'ai même pas besoin de peut-être distinguer. Ce qu'on va constater, c'est que la somme des deux va donc donner un nombre pair. Donc ainsi, xi1 plus xi2, c'est un nombre pair. Or, ça doit être un nombre premier. Donc ça veut dire que xi1 plus xi2, ça doit être égal à 2. Parce que ça doit être un nombre premier. Mais là, on va avoir un problème. En tout cas, un problème, sauf pour un cas particulier, mais ce cas particulier n'est pas possible. Donc, ce sont des entiers naturels. Okay, des entiers naturels qui sont normalement tous distincts. Donc, ça veut dire que tous les xi que j'ai écrits, là, x2, x5, sont tous non nuls. Il faut constater ça quand même. Donc, x2, x3, x4 et x5 sont tous non nuls. Ok ? Donc ça veut dire que ce sont des entiers positifs qui vérifient cette condition. Mais là, si on y réfléchit un peu, qu'est-ce qu'on peut avoir comme entier positif qui convient ? Soit on met 2 zéros, et dans ce cas-là, on n'est pas content parce que l'un d'entre eux est égal à 0. Soit on met 1, 1, mais là, on n'est pas content parce que les deux sont égales à la même chose. Donc, soit on a xi1 égale 0 et xi2 égale 2, ça ne marche pas. Ou alors xi1 égale 1 égale xi2, et ça ne marche pas non plus. Bien sûr, on peut échanger les rôles de xi1 et xi2, et avoir encore une fois une contradiction, parce que 0, ça ne marche pas non plus. Donc, conclusion de ce que je viens de faire là, on ne peut pas avoir x1 égale 0. Voilà. Donc déjà, x1 ne peut pas être égal à 0. Alors maintenant, supposons que tous les xi sont non nuls, parce que bien sûr, si l'un d'entre eux est nul, on peut refaire le même argument et conclure. Ainsi, pour tout i, dans 1,5, xi est non nul. Alors, je ferai remarquer tout de suite que la somme des xi est nécessairement plus grande que 3. Donc, ainsi, cela impose, on va dire, cela impose que toutes les sommes, donc pour n'importe quel i dans 1, 5, tel que le cardinal de i est égal à 3, la somme des xi est nécessairement plus grande que 1 plus 2 plus 3, puisque je dois prendre 3 entiers naturels distincts, donc les 3 entiers naturels distincts les plus petits que je puisse choisir sont les suivants, ok ? Et ça me donne 6. Et donc ça veut dire que c'est strictement plus grand que 3. Et vous allez voir qu'en effet, le fait de choisir 3, c'est pas anodin et c'est vraiment lié aussi au nombre de termes qu'on veut dans notre somme. Ce que je vais faire maintenant, ce qui n'est pas évident à voir, à moins que vous ayez fait quand même suffisamment d'exemples,
c'est qu'il faut jouer avec la congruence modulo 3. Vous devriez le sentir venir dès l'énoncé, puisqu'on fait des sommes de 3 termes. Donc on devait le sentir venir qu'on ait besoin de la congruence modulo 3. Mais c'est vrai que c'est pas évident, juste par l'énoncé en tant que tel, de s'en rendre compte. Il faut vraiment avoir fait quelques exemples pour se rendre compte que vraiment, c'est ça qui va faire marcher les choses. Alors bien sûr, il y a la congruence modulo 2, comme on peut le constater si l'un des termes vaut 0. C'est ce qu'on vient de faire là. Mais là, maintenant, on va vraiment utiliser la congruence modulo 3. Donc utilisons la congruence modulo 3. La congruence modulo 3. C'est-à-dire les restes de la division euclidienne par 3 de nos nombres. Alors si on réfléchit un petit peu, on n'a que 3 possibilités. D'accord? Donc les 3 congruences sont, on va les noter C0, C1 et C2. Donc C0, ça va être l'ensemble des xi qui sont congrus à 0. Ensuite, on a l'ensemble des xi qui sont congrus à 1. Et ici, l'ensemble des xi qui seront congrus à 2. Donc tout ça en mode 3, bien sûr. Alors si chacun de ces ensembles est non vide, vous devriez le voir venir, ça veut dire alors qu'il y a une somme de 3 termes qui va être divisée par 3. Et c'est là où vous voyez l'intérêt d'avoir constaté que la somme était toujours plus grande que 3 strictement, c'est qu'on va pouvoir affirmer qu'on a une division stricte par 3. Ce qui va amener à une contradiction. Donc, premier cas de figure, si C0, C1 et C2 sont tous non vides. Alors on peut considérer l'indice I0, donc tel que xi0 est dans C0, xi, donc i1 pareil, tel que xi1 est dans C1, et i2, tel que xi2 est dans C2, ok, et faire la somme des 3 et avoir que xi0 plus xi1 plus xi2, et bien ça c'est divisible par 3. Donc ça appartient à 3n. À cause du fait que ça doit être un nombre premier, cela impliquerait alors que xi0 plus xi1 plus xi2, et bien ça doit être égal à 3. Mais c'est une contradiction avec le fait que ce truc-là doit être plus grand ou égal à 6. Ok. Bien, alors maintenant qu'on a supposé tous non vides, ça veut dire qu'il y en a forcément au moins un d'entre eux qui est vide. Alors supposons qu'on en ait un vide et que les deux autres sont non vides. Donc, si l'un d'entre eux, l'un des CI, est vide. Et bien là, je vais pouvoir utiliser le principe des tiroirs et des chaussettes. Je me retrouve avec les deux autres CI, donc CJ, CK, disons. Je vais avoir CJ et CK, disons, qui vont partitionner l'ensemble 1, 5. Et par conséquent, je vais pouvoir trouver un indice pour lequel le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble CJ ou CK va être supérieur ou égal à 5 sur 2. 2,5, c'est pas pour rien que je vous ai donné l'exemple de partie entière supérieure de 2,5, ça va être 3. Donc d'après le principe, encore une fois, d'après le principe des tiroirs et des chaussettes, il existe alors un J dans 0,2 bien sûr, tel que le cardinal de CJ est supérieur ou égal à 3. 3 qui est, je vais repréciser, partie entière supérieure de 5 sur 2. Bon ben voilà, faites la somme des 3 éléments qui sont dedans. Donc prenons, en faisant la somme des 3 éléments qui sont dedans, on arrive à la même contradiction. Donc en sommant 3 éléments de CJ, on a une contradiction. Et voilà, j'ai terminé. J'ai fait le cas où tout le monde est non vide et j'ai fait le cas où au moins l'un est vide. Bon c'est fini, parce que avec cet argument-là, c'est valide aussi si les deux étaient vides, si 2 des 3 étaient vides, puisque le dernier,
Du coup, il aura tout le monde, donc c'est problématique. Et s'il a tout le monde, je peux faire la somme de n'importe quel triplé, ça va fonctionner. Donc terminé, je viens de conclure, je viens de finir la résolution. Je viens de finir la résolution, et donc de conclure qu'en fait, la réponse est donc non. Je vous ai laissé le suspense jusqu'au bout. Et je vous ai fait donc une preuve complète de pourquoi, en effet, ça n'est pas possible. Il n'est pas possible d'avoir donc un 5 uplé d'entiers naturels distincts qui vérifie la propriété demandée. Bien, alors maintenant que vous avez vu la preuve, j'affirme que si on joue un petit peu avec les conditions, on pourrait donner une réponse positive à cette question. Et un des premiers jeux que j'aimerais faire, c'est d'abord si, à la place de prendre un 5 uplé, je prends un 4 uplé. Donc trouver x1, x2, x3, x4, vérifiant ce qu'on souhaitait. Avec toujours des entiers naturels distincts. Alors, essayez par vous-même un petit peu, voir si vous êtes capable d'en trouver. Ok, j'espère que vous avez essayé. Eh bien, un quadruplé qui convient, ça serait 1, 3, 7, 9. C'est pas le seul, mais c'est l'un des plus simples qu'on peut trouver. Donc 1, 3, 7, 7, 9, si on s'amuse à faire les sommes, en effet on a 1 plus 3 plus 7, qui, ça vaut donc 10 et 11. On a 1 plus 3 plus 9, ça fait 12, 13. Ensuite on a 1 plus 7 plus 9, ça fait 17. Ensuite on a 3 plus 7 plus 9, donc ça fait 12, 12, 20... 12, non pas encore 20, 12, 19. Et voilà, tous les nombres que je viens d'écrire là sont des nombres premiers. Donc vous voyez que la limite est mince. Et là, c'est là où on voit aussi le principe des tiroirs des chaussettes, comme quoi on était vraiment à la limite. Parce que le principe des tiroirs des chaussettes nous a permis de dire qu'il y en avait forcément 3 qui devaient apparaître dans un des CJ. Ici, si on en a 4, et qu'on partitionne en 2, suivant les valeurs bien sûr de congruence, eh bien, on peut faire en sorte qu'il y en ait 2 qui soient de même congruence. Donc là, par exemple, 3 et 9 sont de même congruence, et 1 et 7 sont de même congruence. Et voilà, du coup, je n'ai pas de problème à faire des triplés. Et donc, bon, c'est pas évident de trouver un exemple, mais en tout cas, à partir de ce principe, on peut réussir à trouver un exemple qui ne marche pas. Mais alors, un autre truc un peu moins évident et assez pervers, et j'ai envie de vous y faire réfléchir, parce que je pense que c'est vraiment pas mal, et essayez de réfléchir aussi pourquoi on va pouvoir répondre à cette question de manière positive. C'est si je vous avais demandé x1, x5, donc a priori vous avez compris que non nul ça ne va pas être possible, mais en tout cas je peux demander par exemple à ce que ce soit des entiers relatifs qui vérifient la propriété demandée. Alors ça c'est très pervers, mais il faut que ça demande vraiment d'avoir bien compris la résolution. Donc je vous invite encore une fois à essayer par vous-même de trouver un 5 uplé d'entiers relatifs qui vérifie la propriété demandée, c'est-à-dire que n'importe quel triplet que vous allez choisir là-dedans va avoir un résultat qui doit être un nombre premier. Alors bien sûr, si vous tombez sur des nombres négatifs, je me permets de le mentionner, si vous tombez sur des nombres négatifs, moins 1 n'est pas un nombre premier, par contre, moins P, si P est un nombre premier, peut être considéré comme un nombre premier. Voilà, juste pour qu'on soit OK avec ça. Donc allez-y, essayez, faites une petite pause pour voir un petit peu si vous en êtes capable. Très bien, alors je vais vous donner donc un exemple qui marche. Je ne pense pas que ce soit le plus simple, peut-être qu'il y en a un plus simple, et j'espère que vous en avez trouvé un plus simple, et si tel est le cas, eh bien je serai content de le voir en commentaire. Un exemple assez simple que vous pouvez trouver, enfin simple, pas si simple, il faut quand même y réfléchir. Un exemple que j'ai pu trouver en tout cas, c'est le suivant, 7, 13, moins 17, 17 et 23. Je crois que c'était 23. Je pense pas que c'est l'exemple le plus petit qu'on puisse trouver. Peut-être qu'on peut trouver un exemple plus petit. Mais voilà un exemple qui va fonctionner. Alors on peut s'amuser à faire tous les calculs. Moi je vais le faire, parce que j'aimerais vous en convaincre que ça marche. Voilà, très bien, là je les ai tous faits. Ok, et donc on arrive à avoir à chaque fois des nombres premiers. Donc voilà, c'était juste pour vous en convaincre que j'ai fait le calcul devant vous, comme ça vous voyez vraiment tous les résultats. Et donc comment on pouvait trouver ce type de résultat? Parce que quand même c'était pas évident à trouver. Eh bien, l'astuce c'est ça. Dans la résolution, on a utilisé le fait que la somme des xi, quand xi est différent de 0, c'est plus grand que 6.
Et c'est essentiellement ce problème-là qui nous a amené à dire, bah, à chaque fois qu'on avait une somme qui était divisible par 3, on devait pouvoir conclure que ça doit être normalement 3, mais c'était pas possible d'être égal à 3. Or ici, bah, vous constaterez que j'ai des sommes, et là notamment j'ai une somme ici, qui donne 3. Et cette somme-là, j'ai fait en sorte que ça coïncide avec tous ceux qui sont de même congruence modulo 3. Donc si je fais pas de bêtises, enfin en tout cas si j'ai pas fait de bêtises, lui il est congru à 1 modulo 3, hein, c'est 6 plus 1. Lui il est aussi congru à 1 modulo 3, c'est 12 plus 1. Et lui aussi. Hein, donc moins 17 c'est la même chose que moins 18 plus 1. Donc lui aussi il est congru à 1 modulo. Donc là on a bien la propriété du principe des tiroirs des chaussettes qui est applicable. Mais malheureusement, on n'arrive pas à conclure que tout le monde n'est pas des nombres premiers. Là, vous avez tout le monde qui sont des nombres premiers. Voilà. Et les deux autres sont d'une autre congruence. Donc le 17, c'était pour rendre les choses assez simples, parce que j'avais moins 17. Je me suis dit faire plus 17, pourquoi pas, comme ça on met que des nombres premiers. Mais à vrai dire, peut-être qu'on peut faire un autre exemple qui serait tiré de celui-ci. Je pense que c'est peut-être pas totalement impossible, mais je ne vais pas y réfléchir davantage. Mais voilà, j'ai cherché un truc avec que des nombres premiers pour que ça rende les choses plus simples. Et donc voilà, j'ai réussi à vous donner des exemples à chaque fois où on se retrouve donc avec des sommes qui sont tous des nombres premiers. Donc voilà, donc comme quoi, il était super important de poser des entiers naturels distincts. C'était vraiment important de poser cette hypothèse-là. Alors bien sûr, on pourrait changer un peu les paramètres. Hein. Pourquoi se contenter juste de regarder des sommes de 3 entiers? Pourquoi pas regarder des sommes de 4 entiers, de 5 entiers, ou des choses comme ça, et changer le nombre d'entiers de l'autre côté. Et suivant ces changements, eh bien, on peut reposer le même problème en utilisant le principe des tiroirs des chaussettes. En fait, si vous voulez avoir une réponse négative à ce problème, ce qui peut être une bonne chose, c'est d'essayer de choisir un entier suffisamment grand ici par rapport à l'entier 3 que nous avons sous la main pour qu'on arrive à une contradiction et qu'on arrive à devoir faire des sommes de termes qui vont nous amener à une divisibilité qu'on ne souhaiterait pas avoir. Donc voilà essentiellement l'idée qu'il faut avoir pour généraliser un peu cet énoncé. Mais bon voilà, j'espère vous avoir convaincu que c'était super important d'avoir ces conditions et j'espère aussi vous avoir amusé un petit peu avec cet exercice plus simple que les autres jusqu'à maintenant. En tout cas, plus simple que les autres, peut-être pas plus simple que tous les autres, mais en tout cas assez amusant et assez atteignable finalement par un grand nombre d'entre vous. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours de votre part. Et également, si vous avez d'autres exemples plus simples que celui-ci, je serai content de les voir. Ensuite, ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette et de cliquer sur toute notification. Ça peut être utile pour ne pas louper les vidéos de la chaîne. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!